Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S505 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 13 octobre 2022. Cette émission est présentée par Canon et sa gamme Image Prograph Pro, des imprimantes photo qui offrent des rendus parfaits sur tout type de support papier jusqu'au format A2+, pour une créativité sans limite. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Patrick Lévesque pour ce grand débat autour des papiers d'impression fine art. Alors en guise d'introduction, je vous propose d'écouter le témoignage du photographe Quentin Caffier qui prépare actuellement sa prochaine exposition. Il a décidé de réaliser lui-même ses tirages et pratiquer de nombreux tests pour choisir le meilleur papier pour ses photos. Il nous raconte. En fait, quand on choisit un papier, il faut vraiment choisir qu'est-ce qu'on a envie comme expérience de tirage. C'est vrai qu'on est aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à beaucoup d'images, mais la grande majorité des images qu'on voit, on les voit sur des écrans. Et le problème d'un écran, pour m'être intéressé à la chaîne de la couleur, pour m'être intéressé à l'étalonnage, et cetera, le problème qu'on va avoir, c'est qu'il est très, très difficile de savoir si la personne qui voit votre image, il la voit telle que vous l'avez pensée avec les couleurs, le contraste qui est dans la tête du photographe. Donc choisir son papier et faire son tirage, c'est une manière de mettre un peu tout le monde d'accord et dire à un moment: «Voilà, cette image-là, c'est comme ça que je l'ai conçue, avec tel niveau de saturation, tel niveau de contraste, telle manière de la regarder». Donc pour cette expo, j'ai décidé pour la première fois depuis longtemps de faire mes tirages moi-même. C'est vrai que les derniers projets que j'ai faits, j'ai eu tendance à me reposer sur celles de laboratoire professionnel. Et donc dans mon choix de papier, j'ai eu beaucoup de paramètres à prendre en compte. J'ai eu: est-ce que je voulais du mat ou du brillant? Qu'est-ce que je voulais comme contraste notamment? Parce que en fait, c'est une série dans laquelle il y a beaucoup de noir, donc j'avais envie d'avoir beaucoup de contraste. Et ensuite, je suis un photographe qui travaille avec des images qui sont plutôt saturées. Donc il fallait que je trouve, le meilleur couple papier, encre, imprimante. Donc j'ai commencé par choisir, l'imprimante avec laquelle je voulais travailler et comme j'ai eu l'habitude de travailler, déjà avec des imprimantes Canon, et ben, j'ai pris une Canon, la Pro 300 pour ne pas la nommer, qui est une imprimante à encre pigmentaire. Et ensuite, eh bien, j'ai testé plusieurs types de papier, plusieurs, marques aussi de papier. J'en ai même pour certaines fait moi-même les profils, avec une petite sonde. Et puis, ce qui m'intéressait, c'était d'abord de tirer plein de planches contact contenant beaucoup d'images de cette série, pour voir sur quel papier la majorité des images marchaient bien. Parce que finalement, d'une image à l'autre, ben, je vais en avoir une avec, peut-être plus de détails dans les rouges, une où je vais avoir des dégradés compliqués dans les bleus, et cetera. Donc j'ai des papiers qui vont être meilleurs pour une image en particulier, mais trouver la bonne image, le bon papier qui marche sur la majorité des tirages, ben, ça m'a demandé pas mal de tests. Alors j'ai choisi un Barita photographique de chez Canson. Déjà parce qu'il a un rendu satiné qui me semblait intéressant dans les noirs. C'est-à-dire qu'au début, j'avais plutôt eu envie de partir sur un papier mat. Le problème, c'est que je trouvais que le papier mat, il avait tendance à faire perdre un peu de contraste. Les noirs étaient pas si profonds que ça. Donc, enfin, on les percevait pas comme ça. Donc, et puis le brillant, ça m'embêtait parce que je me dis les conditions d'exposition, la manière dont on va les voir, une image qui va être vraiment brillante, on va voir des reflets, on va pas assez rentrer dedans. Donc je suis parti sur un baryté qui est satiné. Et puis, j'avais aussi envie de trouver un rendu papier qui était particulier, c'est-à-dire que je voulais pas que ça fasse trop, parce qu'il y avait des papiers un peu satinés, genre type papier photo, genre du papier RC, mais je trouvais que ça manquait d'épaisseur, que ça manquait de côté un peu fine art. Donc je suis parti sur le Barita photographique Prestige, de la marque Canson, parce que je trouvais que c'était le bon compromis entre une texture de papier qui était fine art, un bon rendu des contrastes avec des noirs qui étaient profonds, et en même temps, j'avais quand même pas mal de saturation et donc un gamut, imprimé qui était intéressant. Alors pour ceux que ça intéresse, hein, l'exposition de Quentin Caffier, Banquette arrière, est à découvrir à partir du 27 octobre prochain à la Vivienne Art Gallery dans le 2e arrondissement de Paris. Bon, on le voit, hein, finalement, avec ce témoignage, ça peut être quand même une sacrée prise de tête, hein, de choisir son papier. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à oublier que le support naturel et final d'une photographie, c'est pas un écran, hein, mais c'est un tirage papier, et donc que le choix de ce papier est primordial, Patrick. Bah oui, puisque effectivement, enfin pour la plupart des photographes, amateurs ou pros, le tirage, c'est la finalité, c'est la vie de la photo.
Donc enfin, pour moi, c'est comme ça qu'elle prend vie. C'est comme ça que je conçois, moi, la photo. L'écran, c'est bien pour diffuser. Les réseaux sociaux, c'est bien pour diffuser. Mais Quentin le souligne très bien. On ne sait pas qui, au bout, va voir ces photos, sur Mmh. quel type d'écran. Est-ce qu'il va vraiment les voir comme nous, on les voit sur nos écrans calibrés, talonnés, La etc., réponse est etc. Donc, non. voilà, ça, c'est une chose. Après, effectivement, le tirage, si on est un peu vicieux et jusqu'au boutiste, ça obéit un peu presque aux mêmes règles que ce que soulignait Quentin pour la vision sur un écran. C'est que tout va dépendre du lieu, tout va dépendre de la qualité de l'éclairage, de la scéno. Enfin, il y a énormément de paramètres dont on peut tenir compte quand on va imprimer ses photos, quand on va choisir ses papiers, quand on va faire soi-même ses profils, si on les fait ou pas. Parce que c'est pareil, c'est des débats qu'on peut certainement évoquer tout à l'heure. Enfin, en tout cas, le papier, c'est pour moi c'est la finalité d'une image. Alors, en matière de tirage, jet d'encre ou argentique, mais aussi un livre, hein. Un livre, c'est aussi la finalité. Moi, je suis photojournaliste. Ma finalité, c'est de voir mes photos dans la presse. Voilà, c'est très, 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 très important. Et le choix du papier est fondamental. Elle est géniale cette capsule de Quentin, je trouve. En plus, il utilise quelques termes assez importants. Peut-être que tu peux nous apporter un petit sous-titre. Il emploie les termes de gamut, les termes de papier RC, etc. Tu peux peut-être nous dire 2-3 trucs comme ça pour que les Alors, auditeurs décryptent un peu mieux déjà, la pour capsule. parler il parle de papier RC. Donc, les papiers RC, c'est des papiers à base plastique, en fait. C'est-à-dire que là, on n'a pas vraiment de fibre de papier. C'est-à-dire que là, c'est un RC, ça veut dire resin coated. Et en fait, OK. I'm speak English. Et en fait, l'émulsion est couchée sur ce papier. C'est un papier particulier qui résiste bien à tout. Contrairement aux papiers à fibre de bois, les alpha-cellulose ou les papiers coton qu'on appelle aussi rag, on en reparlera aussi tout à l'heure, qui Mmh. là sont des papiers complètement différents. Et le terme gamut, alors gamut, c'est un terme qu'on entend beaucoup en matière de gestion des couleurs et donc automatiquement des papiers. Pas forcément, on le relie pas forcément au papier. Non, le gamut, C'est- en fait, c'est l'espace colorimétrique, on va dire, que va reproduire un support. Donc ça peut être votre écran, il a un gamut. Le nombre de couleurs qu'on peut C'est afficher, quoi, c'est ça? l'étendue des couleurs qu'il est capable de reproduire. OK. C'est-à-dire qu'entre, on va dire, un exemple très concret que les gens vont comprendre, entre un écran sRGB et un écran Adobe RGB, l'écran Adobe RGB permet de montrer beaucoup plus de couleurs que l'écran OK, sRGB. il a un gamut plus grand. Voilà. Et pour les papiers, c'est vrai aussi, il y a des papiers, les papiers photos. On va en parler par rapport et encore dans les papiers photos, il y a différents états de surface et les papiers fine art, donc des papiers mat. On verra que les gamut de ces papiers sont différents déjà entre eux et un même papier peut avoir des différences. On en reparlera aussi selon l'imprimante avec laquelle il est utilisé. Mmh. Est-ce qu'il y a un peu des tendances, des papiers à la mode, des supports à la mode en ce moment ou finalement, pas du tout? J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas vraiment de mode, même s'il y a des tendances, il n'y a pas vraiment de mode dans la mesure où, et pour moi c'est le gros problème du papier, c'est que le papier c'est une grande méconnue aujourd'hui Mmh. chez les photographes, même pros, hein. Le papier est pas tellement connu, et je dirais que la tendance, elle est un petit peu au papier barité, c'est un petit peu l'aristocratie, comme on dit, du papier jet d'encre et aussi en matière de papier photo, parce Mmh. qu'évidemment ça vient de là. Il y a des papiers sur les fine art, il y a des papiers qu'on aime bien au niveau des rendus, des papiers mat avec une surface très, très lisse, ce qu'on appelle les smooth ou les high smooth. Ça, c'est des papiers qui ont beaucoup d'écho auprès des photographes. Il y a des papiers aussi très, très sympas dans ces catégories qu'on appelle les papiers à bord frangé ou decollage en anglais. Oh là 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 Non, là. non, mais c'est de la Hmm. problématique des termes fait que beaucoup de gens s'y perdent ou ne Ouais. comprennent pas forcément ce que c'est. En fait, ça reprend un petit peu ce qu'étaient les beaux papiers fine art qui viennent du traditionnel, hein, qu'on Ouais. utilisait en aquarelle, en fusain, en ce qu'on veut, Oui, etc. avec des bords Et voilà, pas avec carrés, quoi. c'est pas carré, coupé, massicoté. Il Ouais. y a vraiment les barbes du papier brut tel qu'il est sorti Mmh. de fabrication. Et ça, c'est très, très beau et aussi très tendance. Et quand tu dis que, bon, évidemment, on le comprend bien, il y a beaucoup de méconnaissances autour de tout ça, même auprès des photographes professionnels. Ça veut dire que même sur des grandes expositions, finalement, des grands noms de la photographie ne portent pas spécialement de réflexion
autour du papier? On leur fait des propositions, ils disent oui sans trop Alors, savoir de quoi on cause? Et d'ailleurs, c'est souvent pour ça qu'on parle de tireurs attitrés ou de gens dont c'est le métier Ouais, tout à finalement. fait. Alors, je ne vais pas dire que tous les photographes ne Non, connaissent pas le évidemment, papier. évidemment. Il y a quand même beaucoup de photographes et dans les grandes pointures qui connaissent quand même le papier. Mais de manière générale, je trouve vraiment que le papier est quelque chose de très méconnu chez les photographes, experts et pros et amateurs. Beaucoup s'arrêtent au papier photo. Donc, les papiers photos, hein, c'est des papiers, on va dire, les papiers brillants, les gloss, des papiers satinés ou des papiers mat. C'est cette catégorie-là, on va dire, que connaissent les gens. Après, en même temps, il y a une telle gamme de papiers aujourd'hui offerts par les fabricants, les gens s'y perdent et restent un petit peu cantonnés dans ce qu'ils connaissaient du marché de l'argentique, qui était très, 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 très peu fourni, on va dire, à l'époque en matière de papier. Donc, et je pense que c'est un petit peu ce qui... C'est un paradoxe, ça. Tu veux dire que l'offre a jamais été aussi importante en matière de papier? Ben oui, avant, quand on allait faire tirer nos photos, on disait, bon, je veux un papier brillant, je veux un papier satiné ou un mat. Les mats n'avaient pas trop la cote, on va dire. C'était plutôt les papiers brillants, on va dire, hein. Et puis les barités. En matière de jet d'encre, aujourd'hui, on a un choix de papier, et déjà par le nombre d'acteurs Même, qui est présent ouais. sur le marché. Pardon? Puis même au-delà de ça, on a un choix de support. On peut imprimer sur du bois. Ah ouais, mais c'est dingue. alors là, après, J'ai là, l'impression là, qu'on non, en mais sort là, on sort du papier. on sort du cadre du papier, Ouais. effectivement. Non, Sur mais le papier, c'est ça un peut être du mais- bois. hein. Arthur, non, mais ça, non, ça retient les tendances. Enfin, mais- ça revient aux tendances. mais dont on Arthur a parle. raison. Ah ouais. Vous aviez parlé de mon expo à Arles cet été. J'ai pas imprimé sur du papier, j'ai imprimé sur de la tôle. Donc, JR fait des bâches. Oui, exactement. JR fait des bâches ou même du papier tout simple. Enfin, il y a une foultitude de supports sur lesquels le jet d'encre permet aujourd'hui à un photographe de s'exprimer. On peut imprimer sur du papier peint, du dos bleu. On le voit dans les expos. Justement, ça permet de donner aussi naissance à des expos très, très, très sympas en matière de scéno. Il y a les photos classiques sous cadre, sous caisse américaine, ce qu'on veut, etc. Il y a des grands panneaux en dos bleu. On arrive à faire des choses absolument fabuleuses. Alors moi, je me rappelle d'un truc qu'on avait vu, que j'avais pu voir à l'époque où Canon faisait cette grande messe qui s'appelait la Canon Expo, qui Qui était à la d'ailleurs, halle de pour la la Villette. petite Qui était à la histoire, Villette, hein. était à la grande halle 2010. de la Villette. Mm, mm. Et ils avaient fait une démonstration d'impression, En donc comme relief. tu dis, voilà, sur du papier peint, mais en relief. Ouais. C'était des tirages en 3D. Alors évidemment, pas des trucs, mais il y ça avait des donnait grosses de la pièces. matière. Ouais, C'était ouais, ouais. c'était complètement incroyable, quoi. Mhm. Ça a vu le jour, un Alors peu, pour cette l'instant, ça a pas. technologie-là De toute façon, tout ce qu'on avait vu au Canon Expo, effectivement, à la Villette, 90% des choses, c'était du prototype. On a vu Ouais, des capteurs de 100 millions de Quel pixels, hein, je vous rappelle. prototype, quel Mais voilà, on a vu des prototype. choses en matière de tirage et d'impression absolument fabuleuses, dont effectivement cette impression en relief qui, pour l'instant, est encore, de ce qu'on en sait, encore au stade lab. Mais oui, je pense qu'un jour, c'est des choses qui vont nous arriver dessus, hein, et à surveiller de très près. D'ailleurs, là, on parle de perception, de sensation. Comment est-ce qu'on fait pour choisir son papier? Moi, je me souviens que tu parlais souvent même de toucher, de vue, d'odorat. On n'y pense pas forcément. Il y a oui, quelque chose quand de presque sensoriel, de sensuel. Ouais, quand on dit ça, ça paraît un petit peu barge, mais c'est vrai que le papier, ça fait appel vraiment, en fait, vraiment à tous les sens. C'est-à-dire que le papier, déjà, avant même qu'on y ait mis nos photos dessus, déjà, on choisit un papier un peu parce qu'il nous parle, parce qu'il nous interpelle, parce qu'il a une blancheur ou une chaleur, hein, selon ce qu'on va rechercher. Il a un aspect brillant ou pas brillant. Enfin, il y a énormément de choses déjà qui concourent au choix d'un papier. Ensuite, évidemment, il faut réfléchir au type d'image qu'on va imprimer dessus. Et tous les papiers ne correspondent pas forcément au faux type de photo qu'on fait. Des gens, Quentin parlait tout à l'heure avec justesse aussi, il a des photos, je connais son travail, donc effectivement des couleurs qui pètent plutôt bien. Pour restituer un petit peu toute la palette des couleurs que lui, il utilise, qu'il a dans ses photos, des papiers mat, ça ne va pas rendre tout ce qu'il souhaite restituer sûr. de ses images. puis, Donc il y a- automatiquement, ça va conditionner le choix du papier. Puis il y a différents types de tirages. Alors on parle des tirages d'exposition de Quentin, mais on n'a pas tout à fait, j'imagine, la même approche dans le choix du papier entre un tirage d'exposition, entre un tirage d'archivage, entre un tirage de lecture. Exactement. Il y a des gammes de un tirage papier. d'art même, j'imagine. C'est Alors, différent, quoi. la notion de tirage d'art, elle reste encore une fois très, très Ouais, je dirais, subjective. subjective. Ouais. Un tirage d'expo, ça peut être un tirage d'art. Moi, les tirages que j'expose, souvent, c'est des tirages numérotés. Donc, c'est des tirages d'art sur des super beaux papiers, ils sont bien mis en valeur ou pas, hein, selon ce que voudra l'acheteur après. Mais effectivement, on peut avoir des tirages d'expo qui sont faits sur des beaux papiers, mais qui ne sont que des tirages d'expo. Oui, qui ont juste vocation à Ah, une voilà. durée de vie de l'exposition. Exactement, ils vont Ouais, être ouais. là pour être montrés et
si quelqu'un veut les acheter, il pourra les acheter, mais c'est pas sa vocation première. Tu évoquais les tirages de lecture. Bah, je dirais que chez les fabricants de papier, il y a effectivement des gammes de papier qui correspondent bien au tirage de lecture. Ça ne dévalorise pas la qualité du papier, c'est juste que ce sont des papiers qui sont très très bien pour déjà se donner un premier aperçu de ce qu'est l'image une fois imprimée. Et après, bah, on s'orientera sur des choix un peu plus pointus si on veut faire du tirage d'art, du tirage cher illimité, enfin tout ce qu'on veut. On a après un choix, mais c'est des papiers déjà qui sont là pour le tout venant, quoi. Et pour pas se planter comme on aimerait ne pas se planter pour le choix d'un papier peint, je sais pas, quelque chose comme ça, est-ce qu'il existe des nuanciers? Est-ce qu'on peut Alors, il y a, bah, conseiller ça on à l'a vu des au gens salon. qui Alors, connaissent pas? ouais, il y avait peu de fabricants de papier sur le salon. Il y avait Anumule qui était là, il y avait Innova qui était là aussi, Il et y avait Permajet. et Canon Et qui a Canon, montré mais tous ses papiers. alors Canon n'est pas un fabricant de papier, mais évidemment, Ils ont comme une c'est un gamme. fabricant Ils ont quand même une d'imprimantes, gamme. ils ont une jolie gamme de papier. Bah, on peut avoir auprès de ses fournisseurs des nuanciers. Alors certains les donnent, d'autres les vendent. Je crois qu'Annemule les vendait sur son stand. Ouais, Innova, je sais pas, des mais genres de starter pack où en fait on a alors deux ça, feuilles de chaque type les de starter papier, packs, quoi. c'est vraiment des feuilles au format A4 ou au format A3, hein, selon les fabricants, où on peut vraiment la tester Faire et des tests, imprimer ouais. chez soi. Ouais, ouais. Mais déjà, on peut se faire une idée des papiers en demandant aux fabricants. Alors, les tout petits nuanciers, ils les donnent. Ça reprend en gros l'essentiel, enfin la totalité de la gamme des papiers proposés par le fabricant. Et là, on peut le voir, on peut le toucher, on peut le goûter si on veut, hein, mais Calme-toi, Calmons-nous. on connaît ton Calmons-nous. amour je pour le plaisante, papier, mais non, mais je veux dire, on peut restons vraiment mesurés. là physiquement se faire une idée de ce qu'est le Ouais. papier. Maintenant, après, je pense qu'il faut faire des essais, même si ça a un coût, on va dire. C'est vrai que pour l'amateur, ça peut avoir un coût. Mais on peut l'impression commencer a un sur des coût. petits formats, Mais non? voilà, on peut C'est pas commencer sur des petits formats. Alors, tous les papiers sont pas disponibles dans des petits formats, mais on peut effectivement déjà commencer un petit peu à se frotter sur du petit format. Alors, on l'a un peu senti hein, dans le discours de Quentin en introduction. Je veux dire, quand on rentre dans ce processus du choix du papier, en fait, c'est pas que le papier en lui-même. C'est-à-dire qu'il faut prendre évidemment en compte le type d'image qu'on veut tirer, mais il faut aussi tenir compte de l'imprimante qu'on va utiliser et du type d'encre qu'elle exploite. Euh, on sait, quand on fait appel à un labo, par exemple, sur quel type de machines vont être faits les tirages. Bon, quand on fait ça à domicile, bon, on a son propre matériel, mais avec un labo, du coup, comment on fait pour savoir? Bah, les labos, en général, les labos en ligne, alors on va distinguer, il y a plusieurs types de labos. Il y a les labos, on va dire, grand public, très grand public, mais alors eux, la plupart tirent sur de l'argentique. Donc, Ouais. on ne sait pas les tireuses, mais on sait que la plupart du temps, c'est tiré sur du papier Fuji. Donc, on les connaît un petit peu près tous. Ensuite, Alors attends, tu peux expliquer comment on parle de tirage argentique avec des photos numériques? Oui. Non, mais effectivement, on peut tirer aujourd'hui sur des supports numériques, sur des supports argentiques depuis les fichiers numériques. C'est des imageuses, c'est un faisceau laser en fait qui va exposer et puis on tire en fait sans problème nos fichiers numériques. Il y a d'autres labos après, des labos on va dire un petit peu plus experts. On pourrait citer Whitewall, par Picto exemple, Online, non? Whitewall, qui là on rentre dans des catégories déjà un petit peu plus élevées en matière. Leur cahier des charges en fait, c'est vraiment je m'adresse aussi bien à l'amateur éclairé qu'au pro, mais aussi au grand Mais est-ce qu'il public. est Hein. transparent, du coup, ce cahier des charges? C'est peut-être ce Oui, que oui, veut parce que dire, je Arthur. vais prendre déjà l'exemple de Whitewall que je connais bien. Whitewall, on a accès à tous les profils des papiers. Pour ceux qui utilisent les profils, qui utilisent la gestion de la couleur, bah, ils savent déjà à quoi ils peuvent s'attendre par rapport à ce qu'ils vont faire. Ils parlent un petit peu de leur tireuse sur leur site, il y a des explications. C'est vrai aussi pour Picto Online qui explique absolument tout de leur matériel, de leur papier, etc. etc. Et il y a une réelle transparence dessus. Bon, maintenant qu'on comprend un petit peu mieux hein, l'importance du choix du papier dans le processus de réalisation d'un tirage d'exposition, par exemple, on va partir un peu à la découverte de ce qu'il existe réellement comme option. Et avant toute chose, on va essayer de comprendre ce que finalement veut dire cette notion qu'on entend très souvent, qui est un petit peu nébuleuse, de fine art. Nous avons rencontré Julien Lagaille, le spécialiste digital fine art chez Anne pour nous éclairer. On l'écoute. Alors d'abord, on fabrique la base papier, qui est un ensemble de fibres végétales qu'on a réassemblées de façon homogène, et ça, c'est le papier que vous connaissez tous. Après, la spécificité d'un papier photo, donc d'un papier jet d'encre, donc d'un papier qui va aller dans une imprimante, c'est qu'on utilise un couchage photo. Ce produit chimique, cette émulsion, elle va servir à capter l'encre de l'imprimante sans que les encres migrent sur les côtés, pour garder la netteté, pour garder
la correspondance des couleurs notamment. Après, un papier fine art, qu'est-ce que c'est? C'est une question qu'on me pose souvent. Vous décidez, en fait, c'est un paramètre invisible, entre guillemets, qui va décider, qui va orienter, pardon, sur la longévité du papier, la capacité du papier à ne pas se détériorer dans le temps et surtout à ne pas jaunir, qu'il n'y ait pas de traces de vieillissement trop évidentes, trop rapides. Pour être un papier donc à forte longévité, c'est un papier qui va répondre à la norme ISO 9706. Et parmi les paramètres à respecter pour satisfaire cette norme, il faut utiliser des fibres pour lesquelles il n'y a plus d'acidité à l'intérieur, donc le pH n'est pas en dessous de 7. Et en plus, on rajoute, nous les papetiers, pour avoir le droit de dire que c'est un papier fine art, donc un papier qui va durer dans le temps, On doit ajouter 2% du poids final du papier qui doit être de la craie. et la craie va faire tampon contre les attaques acides extérieures, tout simplement parce que vous allez stocker votre tirage ou vous allez l'exposer dans des lieux où il y a des gens qui vont respirer. Et rien que ça, c'est une pollution qui peut faire jaunir le papier à très long terme. Donc pour éviter ça, voilà, pas d'acidité dans les fibres et un tampon alcalin, c'est ça qu'on appelle ça. Donc un peu de craie, une réserve de craie qu'on met dans le papier pour résister. Donc le fine art, c'est ça, c'est qu'une histoire de vieillissement. Bon, là, je connais bien Julien aussi, donc je peux me permettre de dire, effectivement, là, on a un petit peu je ne vais pas dire le discours d'un fabricant, parce que tout ce qu'il raconte est effectivement vrai, mais c'est pas que ça, en fait, pour l'ensemble des photographes, le papier fine art, c'est pas que ça. Puis il y a des choses qui ne soulignent pas non plus dans la fabrication du papier, on en reviendra après. L'origine des papiers fine art, en fait, c'est des papiers beaux-arts. C'est-à-dire qu'avant, justement, à l'époque de l'argentique, on avait accès la plupart du temps à des papiers classiques photos qu'on connaît, des papiers RC, des choses comme ça. Il y avait des barités, il n'y avait pas tous ces papiers qu'on a aujourd'hui avec le jet d'encre. Et ces papiers fine art, on dit fine art, ça fait chic, mais on est en France, en vérité, on dit les papiers beaux-arts, parce que c'était les papiers qui étaient utilisés effectivement par tout un tas d'illustrateurs, de peintres. Ils faisaient dessus de l'aquarelle, ils faisaient du fusain, ils faisaient des pastels, c'était des papiers absolument superbes qui intéressaient les photographes. Il y a eu plein d'essais, du reste, qui ont été faits, on couchait de l'émulsion dessus, enfin, il y a eu plein de trucs qui ont été faits déjà sur ces papiers. Et quand les fabricants jet d'encre ont investi, on va dire, le marché de la photo, ils se sont dit, nous, on est des fabricants de papier. On a parlé d'Annemuleux avec Julien. C'est vrai que Canson, qui est notre champion français, on va dire, qui avait déjà des super beaux papiers pour toute ce panel d'artistes, ils se sont dit, on va les transposer pour le marché de la photo. Et Julien soulignait très bien dessus, on couche une induction dessus. Donc, c'est vraiment une couche qui permet de recevoir l'encre, on va dire qu'elle soit pigmentaire ou des encres à colorant. Et on peut donc utiliser, et ça élargit, toute cette gamme de papiers qu'on a à disposition aujourd'hui en tirage fine art. Ok, je comprends. Ok, alors juste aussi un truc, il a parlé des normes, effectivement, c'est Une norme ISO, les normes ISO dont il parlait, 9706, qui sont des normes de conservation, etc., etc., etc. Il y a une chose qu'il n'a pas soulignée, par contre, dans un petit peu son descriptif, ou qui est pour moi qui est très très important pour à la fois les collectionneurs et les musées, pour les conditions d'archivage muséal, c'est la présence ou non d'azurant optique dans les papiers. Oui, parce que comment tu fais que ça jaunit pas s'il n'y a pas d'azurant optique sur la durée? Alors, de toute façon, un papier qui n'a pas d'azurant optique, c'est un papier, en général, c'est des papiers RAG, c'est des très 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 beaux papiers. Ils ont en fait déjà une chaleur naturelle. C'est pas des papiers vraiment blancs, comme on le sous-entend, plus blanc que blanc, etc. La blancheur, justement, des papiers, on va pouvoir l'augmenter ou avec le barité. Donc, on a une gamme de papiers barités que moi, je ne mets pas dans les papiers fine art. Chacun voit midi à sa porte, mais moi, ça reste un papier photo. Il est, on va dire, un pont intermédiaire entre les papiers photo et les papiers fine art. Et ensuite, il y a toute une catégorie de papiers fine art. Là, c'est pareil. Les fabricants sont assez discrets et parfois même ambigus sur la présence ou non d'azurant optique. Mais les azurants optiques, il faut savoir que c'est ce qui va contribuer à la blancheur d'un papier, mais c'est un composant chimique qui est mis donc dans une couche intermédiaire avant l'induction dans le papier. C'est un composant chimique qui, dans le temps, se dégrade. Alors aujourd'hui, à l'œil, comme ça, on ne le voit pas vraiment, c'est des processus accélérés. Et quand ce composant s'en va du papier, ça jaunit le papier, puisque le papier revient à sa couleur naturelle. Mais aussi, ce qui est très important avec les azurants optiques, c'est que quand ils se désagrègent, ils viennent aussi interférer dans les encres, qu'elles soient colorants ou pigmentaires. Ça vient interférer sur ces colorants qui, eux aussi, du coup, à certains endroits, peuvent se dégrader et on va perdre à la fois donc la blancheur du papier et le rendu des couleurs qu'on avait au départ. Donc l'intention de départ du photographe,
bah, quand on va regarder un tirage, on va se dire: «Mince, mon problème, c'est que c'est pas du tout ce que j'avais acheté ou c'est pas ce que j'avais tiré». Donc ça, c'est un détail qui est très, très important dans le choix des papiers et c'est vraiment le critère de sélection des collectionneurs et des musées qui, en plus, ne veulent pas qu'on introduise le mauvais grain, dans leurs archives. Moi, j'ai pas d'azur optique, je veux pas mettre un papier et risquer de polluer le reste de ma collection. C'est Et comment on s'assure, pardon, mais comment on s'assure, qu'il y a pas d'azuran optique du coup? Il y a marqué, sans OBA par exemple, Alors, les fabricants, on parlait d'Anumuleux et de Canson tout à l'heure, eux sont quand même assez clairs là-dessus. Ils disent, il y a des azurants, il y a pas d'azurants ou présence modérée d'azurant optique. La présence modérée d'azurant optique, en fait, elle vient du process de fabrication des papetiers, où quand on fabrique des papiers, la plupart ont des azurants et quand on nettoie la machine pour un papier, bah, des fois, il reste toujours Mmh. quelques petites traces dedans et donc on préfère s'assurer et dire qu'il y a une présence modérée d'azur optique que dire qu'il y en a pas et en fait, il y en a. On le détecte facilement, pas à l'œil, mais vous mettez dans une pièce noire, vous pouvez avoir une torche UV, une lampe UV ou un néon UV et vous allez voir votre papier. S'il n'a pas d'azur optique, il reste très, très foncé à l'œil Sinon, il s'allume. et sinon, on va dire: «Oui, on a l'impression qu'il s'est allumé», et on le voit, vous ouvrez un nuancier d'un fabricant, vous mettez une lampe et là, vous allez voir qui a des azurants, qui en a pas trop et qui n'en a pas du tout. Voilà. On a une idée un peu de la durée de vie d'un tirage fine art dans le temps? Alors, comme ça, évidemment, on n'a aucun recul dans la Ouais. mesure où le jet d'encre, déjà, on va dire, il a pris ses lettres de noblesse depuis, on va dire, une quinzaine, une vingtaine d'années. Ouais, une bonne vingtaine d'années. En fait, il y a des tests qui ont été faits, notamment chez Willem, où là, on utilise en fait des processus accélérés. C'est des chambres où on va recréer des conditions en accéléré, des conditions de lumière avec un éclairage très, très, très puissant, des conditions d'humidité, des conditions de chaleur, etc. Et là, on regarde comment Comment se ça réagit? comporte le papier et ça permet de donner en gros une durée de vie du papier. Dans le meilleur des cas, aujourd'hui, on parle pour les tirages pigmentaires, que ce soit chez Canon ou Epson, hein, on parle dans des bonnes conditions de conservation, entre 250 et 300 ans de Ah oui, conditions. Oui, oui, OK. mais on avait pendant longtemps dit que les papiers avec des encres à colorant duraient beaucoup moins longtemps. Mmh. Il y a quand même eu énormément aussi de travail qui ont été faits chez les chimistes de ces fabricants pour produire aujourd'hui des tirages qui ont su une très, très grande durée de vie. Mais alors encore une fois, il faut que ça soit vraiment dans des conditions de Oui, parce que conservation et ça dépend de d'archivage. l'exposition à la lumière, Ah bah, ça dépend de la les papiers, température, de que ça soit l'humidité. avec des encres pigmentaires ou avec des encres à colorant, parce que là, c'est l'ensemble, c'est pas que le papier, hein. Ça gère pas forcément bien la lumière, le gas fading, enfin les agressions chimiques, les UV, enfin tous ces trucs. Nos doigts, rien que nos doigts, avant de manipuler un papier, enfin quand on manipule un papier, il faut essayer de prendre toutes les précautions. Des gants, du coup, Alors, les ou gants, pas? moi j'étais un très chaud partisan des gants, j'en ai des J'ai plein de quantités. photos de toi avec des gants. C'est vrai. Mais non, non, mais j'ai lu il y a pas très, très longtemps, parce que je me documente en permanence justement sur la manipulation, la conservation, que finalement les gants pourraient être aussi facteurs d'une petite rayure, d'une petite dégradation. Et j'ai quelques documents là-dessus qui tendent à dire que c'est pas forcément le meilleur choix. Donc ça serait plutôt de le prendre par la dorsale et par les bords et puis d'être super soigneux, quoi. Mmh. Alors, il y a tout un tas finalement de paramètres, de caractéristiques autour des papiers. Bon, bah, il y a déjà les grandes familles, hein, mat brillant, satiné, mais il y a aussi le grammage, il y a aussi l'épaisseur, il y a évidemment les dimensions du tirage en lui-même. Tout ça, finalement, ça joue sur la robustesse et un peu mécaniquement sur la durée de vie, tout ça. Alors la durée de vie, je sais pas si le grammage a une incidence sur la durée de vie. Par contre, c'est sûr que sur l'aspect du papier, même avant même de le toucher, on voit bien la différence entre un papier léger, avec un grammage très léger, donc Mhm. là on va dire, oui, un grammage léger et un grammage fort, on le voit déjà à l'œil. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la main du papier, qui est pas forcément directement liée au grammage du papier. C'est la manière dont il est structuré, dans la manière où les fibres sont bien, bien C'est un présentes, bien ressenti, denses. la main, un C'est peu. voilà, c'est un vrai ressenti physique. C'est-à-dire qu'on prend une feuille, rien qu'en l'ayant dans la main, déjà, on voit qu'elle a vraiment de la consistance. Moi, je dis, elle est un peu crunchy, elle tient dans la main, quoi, en fait. Donc Mhm. ça, c'est aussi très, très important dans le ressenti qu'on a. On parlait de ressenti physique du papier. Heu, c'est cet ensemble de choses qui confèrent justement pourquoi on va aller vers tel ou tel type de papier. Avant même déjà d'avoir imprimé dessus, hein. Heu
Ensuite, effectivement, on a le grain du papier va pouvoir jouer. Donc là, on a différentes familles dans les papiers fine art. On a des grains fins, des grains légers. Donc là, ça, c'est l'aspect de surface, Voilà, c'est l'aspect de la surface. structure de la surface, quoi. Voilà, on va avoir un petit peu de grain, un petit peu de matière, etc. Alors, on pourrait Un parler truc par régulier, un extension. truc Ouais, aléatoire. les papiers japonais où on voit un peu la fibre, on voit Ouais, les ouais. feuilles, il y a tout ça concourt aussi au rendu final du tirage. Mais ça, déjà, c'est un jugement qualitatif qu'on fait à l'œil, qu'on fait. Il y a l'odeur du papier. Alors, je dis pas que On est l'odeur va. presque dans le culinaire, c'est fou, hein. Ah, mais moi, j'ai souvent c'est- tendance à dire que c'est très charnel, en fait, un papier. Ça fait appel à tous nos sens. Et en même temps, moi, je sais que des choix de papier sont faits. Moi, je vais voir pas mal d'expos. Et j'aime bien dans les expos quand on explique, alors déjà qu'on explique qui a tiré, sur quel papier on a tiré, etc., etc. Parce que ça permet, déjà, ça donne, c'est un petit merci au tireur, mais en même temps, c'est le papier, il est fondamental pour mettre en avant nos images. Donc ça permet aussi, de voir ce qu'il y a d'intéressant, ce que moi je pourrais choisir pour mes images, parce que je dis ces images correspondent bien aux miennes, etc. Tiens, il faut que je le teste. Alors on a des bonnes surprises, puis des mauvaises surprises, hein. J'en avais parlé. Moi, un jour, j'avais un papier dont j'étais tombé fou amoureux. J'en ai acheté une boîte qui coûtait très cher. Et puis quand j'ai fait mes premiers essais, j'ai dit merde, c'est pas, finalement, ça va pas. Ça va pas avec mes images. Ça va très bien avec d'autres, mais ça allait pas avec mes images. Donc c'est pour ça, on en parlait au début, les tests, qu'on soit amateur ou pro, les tests sont fondamentaux parce que on peut se planter et un plantage, c'est pas terrible pour nos images, quoi. Il y a un autre paramètre, alors on l'a un peu évoqué tout à l'heure quand tu parlais des OBA, c'est la teinte. On va trouver des papiers chauds et des papiers froids. Tu peux nous expliquer un peu ça? Alors déjà, Peut-être rappeler ce que sont les OBA. oui, les OBA, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est les azéro-optiques, donc ce sont C'est donc Optical Brightening Agents. ouais, exactement. Ce sont donc des composants chimiques, ce sont des agents chimiques qu'on rentre dans le papier qui vont permettre d'augmenter cette sensation de blancheur. Bon, je rentre pas dans le débat technique pur, hein, mais comme disait Coluche, mon papier va être plus blanc que blanc que blanc que blanc. Bon, voilà, ça augmente la blancheur. Et transparent, non? Plus blanc que blanc. Plus blanc crois que que blanc, c'est transparent. Après, c'est gris clair. Alors après, Arthur disait, il y a des papiers chauds, il y a des papiers froids. Alors d'abord, je dirais déjà, il y a les papiers, on va dire neutres, c'est-à-dire c'est des papiers qui ont une blancheur, on va dire à peu près classique. Donc c'est une notion, la blancheur, on l'exprime en lab. On peut dire mon papier, il est blanc avec tant de L, tant de A, tant de B. Ensuite, il y a des papiers chauds. Donc là, c'est des papiers en théorie, des papiers chauds qui ont beaucoup moins d'azur optique ou qui n'en ont pas du tout même, hein, justement. Et là, on a vraiment ce qu'est le papier. Un papier, de manière naturelle, n'est pas jaune, blanc. quoi. Il est un peu jaune. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ces rendus. Ça va bien avec mes images. Ça va pas forcément bien avec les images de tout le monde. Et il y a des papiers plus froids. Des Donc, papiers Colgate. je me brosserai pas les dents avec un papier, mais et il y a des papiers donc beaucoup plus blancs qui vont bien correspondre à des types d'images. Donc ça permet en fait d'avoir différents aspects de blanc du papier qui vont correspondre en fait à tout ce qu'on peut avoir comme type d'image et qui va correspondre à un besoin personnel de tel ou tel photographe. Moi, je préfère personnellement des papiers neutres ou des papiers chauds, mais il y en a qui vont tirer sur des papiers froids et ça se comprend parfaitement, quoi. Alors, il y a un terme qui revient assez souvent quand on parle de papier d'impression, fine art, c'est celui de barité. Euh, on a rencontré Didier Fontan, qui est tireur d'art au laboratoire Les Trois Univers de l'Image, ainsi que producteur et réalisateur d'images fixes et animées. Et on lui a demandé de nous expliquer finalement ce que c'était un papier barité. On l'écoute. Alors, pour parler des papiers barités, il faut faire un tout petit préambule. C'est que, contrairement à ce qu'on peut penser, il faut prendre la chaîne par le bout et donc effectivement, ça tient en un mot, c'est le mot papier. S'il est barité, effectivement, on va dire c'est encore mieux pour plein de raisons, mais il existe tellement de papiers disponibles dans toutes les marques que c'est très difficile de s'y retrouver. En fait, le papier barité, c'est un papier qui reprend l'idée des papiers argentiques de la grande époque. Je pourrais citer l'Ilford Gallery ou l'ACFA Record Rapid, qui étaient des papiers avec lesquels on faisait des expositions et des tirages numérotés après-guerre, on va dire. Alors, dire à quelle date est apparu le papier barité, j'en serais bien incapable. Mais en tout cas, le papier barité présente une capacité à se conserver dans le temps plus importante qu'un papier ordinaire.
il a une couche de sulfate de barium à sa surface, qui des fois est remplacée par une couche de dioxyde de titane qui n'est pas vraiment, qu'on ne pourrait pas appeler papier barité. Et les constructeurs jouent un petit peu là-dessus. Donc, il faut faire très attention, il faut regarder attentivement les notices techniques pour être sûr que le papier est dit barité. Voilà. Alors, l'autre chose à connaître, c'est qu'on peut avoir des papiers barités sur des papiers photos à base de cellulose, d'alpha-cellulose, donc de bois, ou bien à partir de supports coton. Alors tout ça, en donnant une idée précise, c'est qu'il faut que ce soit 100% coton ou 100% alpha-cellulose. Ça, c'est très important. Sans azuron optique, enfin, tout ce que les gens connaissent, les spécialistes connaissent autour de la nature et la caractéristique technique d'un papier. Et pour finir, l'intérêt du papier barité, eh bien, c'est qu'il présente une profondeur, il donne une profondeur à l'image inégalée, notamment sur les papiers satinés, voire les papiers qu'on pourrait appeler semi-brillants ou presque brillants, comme on en trouve chez Permajet ou Anemul. Alors à l'entendre, on a un peu l'impression que le papier barité, c'est un peu le top of the top. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, les papiers barités, c'est un petit peu l'aristocratie, on va dire, du papier jet d'encre. Et je dirais justement des papiers photos. Pour ça que moi, je ne le mets pas dans les fine art, mais dans les papiers photos. Didier a mis le doigt sur les choses qui sont importantes, effectivement. Alors, l'origine des barités en jet d'encre, évidemment, vient. On avait des papiers barités à l'époque de l'argentique, mais les papiers barités, ils étaient utilisés essentiellement pour le tirage noir et blanc. Aujourd'hui, le barité, évidemment, on va l'utiliser en noir et blanc en impression jet d'encre, mais on s'en sert aussi en couleur. Alors, ce sont des papiers qui, effectivement, ont déjà des capacités techniques, ont des gamutes assez larges, un peu comme les papiers photos. Et des max très élevés aussi, non? Mais Et- ça, on n'en a pas et parlé, alors, il faudrait voilà. peut-être Alors, que tu non, mais expliques, alors, parce que des c'est Dmax super très important. élevés, justement. Alors, Qu'est-ce que c'est la Dmax? alors, la Dmax, en fait, c'est pour un papier, c'est, on va dire, la mesure du noir le plus profond qu'on va pouvoir obtenir. Donc, un papier photo, en général, Donc c'est un rapport avec l'encre, forcément. c'est un Enfin, rapport avec l'encre, mais c'est aussi vrai que l'argentique. On mesurait la Dmax d'un papier, c'est-à-dire, en fait, c'est sa capacité à reproduire un noir le plus profond qui soit, on va dire. Donc, après, c'est des mesures qu'on fait au densito. Et la Dmax va pouvoir influencer effectivement le contraste général d'une photo, noir et blanc ou couleur, toujours en jet d'encre. Mais en même temps, quand on est en noir et blanc, la valeur de noir maximum qu'on va pouvoir reproduire avec ce papier et le blanc va permettre de pouvoir avoir une palette de gris qui soit encore plus étendue. Plus la Dmax est élevée, plus on va pouvoir tirer un petit peu sur la palette de gris. J'ai toujours entendu et ça, moi, nuancer. que les barités offraient une incroyable palette de gris, tu vois. Moi, j'avais ça en tête, en fait. Oui, Mais bah je alors sais pas. maintenant, il y a des papiers photos. Si je prends le Premium Glossy d'Epson, on parle d'Epson, c'est un papier, moi je l'ai mesuré à 2,86, qui est une Dmax complètement folle quand on réfléchit bien avec les dernières générations de machines. Ça permet aussi de faire des superbes tirages aussi en noir et blanc. Et le Premium Glossy est un papier qui est gorgé d'azuron optique. Mais le barité, donc Didier l'expliquait, le barité, c'est ce qui va permettre effectivement d'accroître cette blancheur du papier, mais de manière naturelle. C'est un composant minéral à la base, le barium. Contrairement effectivement au dioxyde de titane qui est présent dans la plupart des papiers, qui va donc donner effectivement la blancheur, qu'on va augmenter ou non avec des azurants. Le barité va permettre effectivement de donner cette belle blancheur au papier et de pouvoir effectivement avoir cette Dmax élevée. Alors, c'est aussi donc un papier qui est privilégié pour le tirage noir et blanc en jet d'encre, mais aussi pour le tirage en couleur aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je fais beaucoup de tirages sur des papiers barités. Alors, encore une fois, pas n'importe lesquels, parce que certains fabricants ont eu la mauvaise idée d'aller aussi quand même mettre des azurants optiques dans leur papier barité. Alors, encore une fois, il y en a, c'est léger, c'est modéré, mais il y en a. Certains fabricants ont bien réagi. Canson vient de sortir un papier, ils communiquent en plus dessus. Je suis très content sur le fait qu'il n'y ait pas d'azurant optique dans leur barité, alors que leur gamme avant avait un petit peu d'azurant optique. Là, tu parlais de barité pour la couleur. Tu aurais comme ça un ou deux modèles de papier qui te viendraient à l'esprit, qui seraient Alors sympas? moi, il y a un papier que j'aime beaucoup. C'est un papier, à la base, c'est un papier américain de chez Moab. C'est le Juniper Barita. Alors en plus, ce papier, il a les vertus d'être un pur coton.
Donc, c'est un papier assez noble à ce niveau-là déjà. Barité, ça ramène encore plus à sa noblesse. C'est un papier qui a un très, très beau rendu de couleur, qui a un gamut qui est très, très, très important et une démax élevée. Donc ça, c'est vraiment un superbe papier pour le tirage. Il y a un autre Barité chez Annemuleux, je ne me rappelle jamais sa référence, mais c'est un des Barités sans azur optique, parce que Annemuleux a aussi des Barités avec un peu d'azur optique. Pour des problèmes de chaîne de fabrication. Alors c'est dommage parce que c'est des papiers pour la plupart qui sont très très beaux, mais il y a certains collectionneurs très tatillons qui vont dire bah ouais, mais ouais, il y a des azurants. Mais bon, ils ont quand même une gamme de papiers qui est homogène et il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Et tout le monde n'a pas les exigences aussi d'un collectionneur ou d'un musée. Donc il faut voir aussi que c'est pas non plus pénalisant pour un papier d'avoir des azurants optiques. Ça permet d'avoir une gamme et un panel et on sait ce qu'on choisit. Alors, on le voit hein, depuis le début de cette émission, finalement, le marché du papier d'impression est très actif et il y a beaucoup d'acteurs. Alors, il y a évidemment les deux grands constructeurs un peu historiques d'imprimantes que sont Canon et Epson qui proposent des gammes de papier. Alors, chez Canon, ils ont 5 papiers fine art différents. Ils ont un smooth, un premium matte, un platinum, un luster, un ROF qui fait 320 grammes et un peu plus de 0,5 mm d'épaisseur. C'est quoi les autres grands constructeurs de papier qu'on peut trouver sur le marché français, Patrick? Alors déjà, je dis pas constructeur, mais fabricant. Constructeur, pour moi, c'est une voiture. Non, mais bon, c'est pour rigoler. Mais en fait, il y a beaucoup de fabricants de papier. Alors, les plus présents sur le marché français, on les a un petit peu cités. Il y a Annemuleux, allemand, et Canson, Cocorico, c'est français, qui, eux, sont très, très présents, occupent une grande part des ventes parce qu'ils sont très connus. Il y a Permajet, aujourd'hui, qui occupe une bonne place, avec une gamme de papier vraiment superbe, du papier photo, du papier fine art. Je ne trahirai pas un secret, mais pour le début d'année prochaine, il va y avoir 3 nouveautés, mais ultra intéressantes pour les photographes. Donc là, à suivre de très très près. Mais à côté de ça, il y a d'autres fabricants de papier qui sont aussi là de manière un peu plus confidentielle. Il y en a un qui était présent sur le salon, il y a Innova, qui a une jolie gamme de papier, qui a un Barité très intéressant sans azur optique et qui a d'autres papiers sans azurant. Encore une fois, il y en a pour tous les goûts, ils ont une jolie gamme de papier. Il y a Ilford, qu'on peut ne pas oublier, même si Ilford n'est plus l'Ilford qu'on a connu, et il y a des papiers qui disparaissent. Le Ilford Goldfield Silk, on ne le trouve plus depuis plusieurs mois. À mon avis, il ne sera pas remplacé. C'est pour ça que ça donne des ailes à certains. Il y a des papiers donc, qui devraient arriver. Tu citais Awagami au début de l'émission. Awagami, on entend souvent, ça revient souvent dans les oreilles, ce truc-là. Ça devient un petit peu mythique comme ça à l'oreille. Awagami, il a, je ne vais pas dire une place à part, mais par rapport aux fabricants de papier qu'on citait tout à l'heure, Awagami, c'est un papetier japonais. Donc, ce sont des papiers, ce qu'on appelle les papiers washi. Donc, il y a toute une gamme, il y a toute une famille de papiers chez Awagami, donc du plus fin au plus fort grammage, un papier que j'utilise moi, entre autres, qui a des bords frangés, donc les fameux décollages, papier qui s'appelle le Bison, qui est un papier absolument fabuleux, qui a déjà, rien que quand on voit cette feuille de papier, je dirais presque qu'on pourrait on a envie de rien imprimer dessus. On n'imprime rien dessus, non, mais vraiment, c'est papiers, mais c'est vrai pour plein d'autres papiers, il faut les avoir en main, il faut les voir pour vraiment se rendre compte de ce qu'est déjà le papier en lui-même. Une fois qu'on a une photo dessus, ça contribue encore plus à mettre en valeur l'image. Le papier, c'est l'écrin des photos. S'il y a une phrase à retenir, souvent je dis c'est l'écrin de nos photos. Sans papier, on n'est pas grand-chose. Donc, il y a Awagami. Ilford a une gamme de papier washi. Alors, je ne sais pas qui leur fait. Je ne pense pas que ça soit Awagami, mais ils ont une petite gamme qui commence un peu à être poussée. Donc ça, oui, c'est une gamme de papier qui est très, 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 très intéressante. Après, il y a d'autres papiers qu'on trouve difficilement en France. Moi, je me rappelle d'un papier dont j'avais parlé au tout début du monde de la photo et de Workflow. C'est un papier américain, encore une fois, qui est le Silver Rack de chez Museo. Alors, c'est pas un papier Barité, mais c'est un papier déjà sans azur optique. C'est un papier, mais au rendu mais absolument fabuleux. Pour ceux qui sont habitués un petit peu, justement, au feu les tirages cartolines de l'argentique, quand on voit ce papier, on ne peut que tomber amoureux. Mais encore une fois, voilà, c'est des papiers, il faut avoir vu, il faut avoir envie. Quand on prend goût au papier, moi, je connais des gens qui font le voyage aux États-Unis uniquement pour aller chercher certains papiers qu'ils ne trouvent pas en France. Bilan carbone, c'est moyen, là. Et ils en profitent. Discutable. Alors, je vais reprendre ma phrase. Ils ne vont pas aux États-Unis que pour ça, mais ils profitent d'aller aux États-Unis parce qu'ils y ont affaire pour telle et telle chose, machin, etc., vacances. Ils combinent tout. Il m'arrive de faire, et moi je ramène au moins 2-3 boîtes de papier dans mon sac. Non, mais je fais un peu exprès d'ailleurs en parlant de bilan carbone. Est-ce qu'on peut parler un petit peu d'écologie rapidement? Parce que je crois que Annemuleux
a une spécificité par rapport à d'autres fabricants en termes de circuit court. En tout cas, nous, en tant que Français, Alors, on c'est peut vrai que parler de circuit court c'est un par rapport vaste à... débat. Je ne sais plus qui m'a demandé, mais pourquoi tu ferais pas une expo un peu écolo avec des papiers qui sont faits à la main, sans trop de Bah, produits de base, comme chimiques. ça, on se dit imprimer, c'est pas écolo. Alors déjà, imprimer, c'est pas écolo puisqu'on y met de l'encre, effectivement, avec des machines qui ont été fabriquées, qui sont venues pour la plupart du Japon. Donc, mais en termes de papier, on parlait d'Anomuleux. Effectivement, Anomuleux a développé une gamme qui s'appelle Natural Line autour de, au départ, 3 papiers, plus un 4e qui vient de re-rentrer dans la danse, qui est un papier... Ah, ça y est, j'ai oublié son nom. Enfin bref, peu importe. Ils ont 4 papiers absolument superbes qui sont fabriqués sur place avec des composants papier et fibres produits sur place de manière complètement écolo. Si je dis pas de bêtises, les papiers, en plus, ils peuvent se réclamer d'avoir des papiers véganes. On va vraiment un petit peu loin jusqu'au bout de la réflexion. On pourrait faire une expo effectivement complètement écolo là-dessus, mais on parlait effectivement de l'encre. L'encre, c'est pas vraiment très, très écolo, produire de l'encre, etc. Les machines, il faut les produire. Bon, est-ce que c'est vraiment écolo ou pas? Mais bon, l'argentique n'était pas spécialement plus écolo non plus quand on voit tous les composants qui rentraient en ligne de compte dans un papier argentique. Bon, maintenant qu'on y voit un peu plus clair et qu'on a choisi son papier, c'est le moment où on va passer à la réalisation du tirage en lui-même. Alors là, il y a plusieurs options. Soit on le fait soi-même, si on a la chance d'avoir une imprimante photo, soit on le fait faire par un laboratoire spécialisé. Mais en tout cas, dans tous les cas, il est important de faire matcher, de faire correspondre son papier avec l'imprimante et les encres, et donc d'utiliser ce qu'on appelle un profil ICC d'impression adéquat. Et alors là, c'est un peu compliqué parce que on a les constructeurs d'imprimantes qui proposent des profils ICC d'impression. Je reprends l'exemple de Canon. Alors évidemment, ils proposent les profils pour leur propre papier, mais pas que. Quand on achète une imprimante Canon, on va avoir accès à des profils Anmuleux, Canson, Ilford, etc. On a les constructeurs de papier eux-mêmes qui, dans la majorité des cas, proposent des profils ICC en fonction des différentes imprimantes qui existent sur le marché. Et on a la possibilité de se faire soi-même ces profils ICC en utilisant une petite sonde. Patrick, c'est quoi la meilleure option? Et oui, et avant ça, on a même la possibilité de tout laisser faire en mode automatique. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Patrick? C'est vraiment la question piège. Mais non, mais il y a plein de réponses à apporter. Alors, en fait, tout dépend déjà du point de vue dont on va se placer. Tu posais d'abord la question, qu'est-ce qu'un profil ICC? Alors déjà, on va commencer par répondre par ça. Un profil ICC, moi, quand on me demande ce que c'est, je dis qu'en fait, c'est un petit peu la carte d'identité du papier. Mais attention, de ce papier avec cette imprimante. Avec telle imprimante, Voilà, oui, parce que c'est-à-dire que c'est important un ça. papier va avoir plusieurs cartes d'identité selon l'imprimante avec laquelle il va être utilisé. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un profil entre guillemets générique qui va correspondre à toutes les machines. Chaque machine a une tête d'impression avec une définition, une résolution d'impression. Il y a les encres, le type d'encre, les encres pigmentaires. Donc, tout ça influe donc sur ce que va pouvoir restituer ce papier. Un papier, pour comprendre comment il est conçu par un fabricant de papier, on va coucher le papier de manière à essayer d'avoir le gamut dont on parlait tout à l'heure le plus large possible. Mais après, on va voir comment il se comporte avec telle et telle et telle machine selon les specs que va nous fournir le fabricant. Et là, on établit ces fameux profils. Alors, tu parlais des profils génériques fournis par les fabricants de papier. Si on remonte à la préhistoire du jet d'encre, c'est vrai que d'abord, il n'y a pas grand-chose à ce niveau-là. C'est-à-dire que la gestion des couleurs était quelque chose de balbutiant, donc il n'y avait pas grand-chose. Et puis, quand il a commencé à y avoir les premiers profils papier fournis par les fabricants, c'était pas vraiment extraordinaire. Donc, on avait tendance à dire, l'idéal, il faut les faire soi. Donc, comme tu dis, il faut un outil pour le faire. Ça s'appelle un spectrocolorimétre. Donc, comment on fait c'est un petit peu comme si on allait calibrer un Tu écran. peux citer 2-3 modèles un peu références de spectro sur le Je marché? vais t'en citer qu'un parce qu'on va dire, enfin, il y en aurait deux. On va dire qu'il y a aujourd'hui Calibrite qui a succédé, on va dire, à X-Rite, qui a un modèle qui est issu du Color Monkey, qui a un nom, je ne me rappelle plus, mais il y en a. X-Rite n'existe plus? Alors, X-Rite existe toujours pour les outils professionnels, mais pour la partie photo grand public, c'est devenu Calibrite. D'accord. Ok, donc il distribue les charts color checker, les colorimètres. Laiwan? Alors, Laiwan existe, mais chez X-Rite. C'est plus un outil rentré dans la photo. Ok. Mais ça existe toujours. Justement, donc, Calibrite a
Spectro qui fait aussi office de colorimètre qui va servir à la fois, on va pouvoir calibrer un écran ou faire ses profils papier. Sinon, il y a effectivement l'iOne, là, qui est quand même beaucoup plus onéreux avec une solution qui est beaucoup plus chère, qui là est un vrai Spectro et ça coûte très très cher. Je pense que ça, c'est vraiment un outil qu'on réservera aux experts très Ouais, avancés ou au labo, et aux quoi. pros ou à un Ouais. labo. Voilà, exactement. Ensuite, il y a Datacolor qui a aussi un petit colorimètre, qui est plutôt accessible en termes de prix, qui vient concurrencer celui de Calibrite en fait, hein, et qui permet, on va dire, à l'amateur de faire ses profils. Alors ça, tu me demandais tout à l'heure, qu'est-ce que je conseillerais à quelqu'un aujourd'hui? Profil donné par l'imprimante, profil donné par le fabricant ou profil perso? Alors, déjà, les profils fournis par l'imprimante, c'est les profils des papiers du fabricant d'imprimante. Pas Non, que. non, 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 mais déjà, au départ, quand on installe un pilote, que ce soit chez Epson ou chez Canon, quand on va s'en servir, on va dire avec Photoshop, on a accès tout de suite au profil de l'imprimante. C'est-à-dire que, on parlait de Canon, si je prends par exemple, allez, on va dire le ProLuster, je viens de tirer l'expo d'une copine dessus, on a accès au profil fourni par Canon. Et en toute franchise, mais il marche grave. Ça marche bien. Il marche grave, Ouais. grave. Pour avoir fait moi-même un profil ProLuster et pour avoir fait les tirages correspondants, Ouais, t'as regarde pas les réussi à tirages, faire mieux, quoi. sauf parce que je l'ai marqué au dos, je suis incapable de Ok. dire qui est le profil fabricant, etc. Et ça, c'est vrai aussi aujourd'hui pour les profils qui sont aussi fournis par les papetiers, donc Anemuleux, Canson, Permajet et consorts. Aujourd'hui, des gens qui font ça aujourd'hui font ça avec les mêmes outils que nous, hein, c'est-à-dire les outils d'X-Rite, Calibrite ou les outils de Datacolor. Et on a des profils, franchement, qui sont ultra performants. C'est-à-dire qu'il y a un vrai progrès qui a été fait. Maintenant, quand on veut vraiment pousser le raisonnement jusqu'au bout, ce que fera certainement un labo ou un pro, moi ça m'arrive de le faire, j'achète du papier en grosse quantité et je regarde les références du papier comme avant, on regardait un petit peu les lots des films qui venaient du même lot de films. Bah, je sais que si je fais mon profil, bah, j'ai un profil qui est vraiment sûr pour ces 200 feuilles de papier que j'ai. C'est bien mon profil à moi. Donc ça, au moins, c'est l'assurance de mon papier. Mais en toute franchise, encore une fois, quand on voit le profil fourni par le fabricant et celui que j'aurais obtenu moi, il y a peu. Et on souligne aussi une chose, c'est que des fabricants comme Canon aujourd'hui, quand ils lancent une imprimante, c'était le cas avec la Pro1000, moi je me rappelle pour l'avoir déjà même bêta-testé avant, et quand elle a été lancée sur le marché, elle a été lancée, outre les profils papier Canon, avec des profils pour certains papiers Anemuleux, des papiers Canson, il y avait de l'Ilford, etc. Les tests qu'on avait faits, moi, m'avaient mis m'avaient scotché parce que je me suis dit, mais on a vraiment une imprimante où on peut imprimer les yeux fermés, déjà en Quel utilisant que les soit le profils. type de papier, quoi. Je Voilà, crois enfin, on peut parler de Philippe Omesser, hein. alors il y a Philippe Omesser qui est un ami photographe qui est installé à Mulhouse, qui continue, qui est ambassadeur Canon, du reste, qui teste en permanence cette imprimante. Il était unanime quand on a fait les tests ensemble. J'ai réussi à le convaincre que ces images qu'il voulait pas imprimer sur tel et tel papier, il adoptait et la machine et les papiers. Et pour répondre à, je crois que c'est la dernière question que tu posais tout à l'heure, peut-on se fier aux pilotes fournis par un fabricant d'imprimante sans utiliser de profil ICC? Alors moi, j'ai toujours tendance à dire qu'au moins, l'utilisation des profils ICC, c'est l'assurance de la répétabilité. C'est-à-dire que je peux imprimer à 10 mois d'intervalle. À partir du moment où j'ai utilisé le même profil avec ma même machine et mon papier, j'ai vraiment la même chose. Le pilote, ça a vachement progressé. Je reste vraiment étonné de voir que quand on suit le pilote, Le processus classique, pompé. alors attention, en restant aussi dans des schémas classiques d'utilisation de papier, hein, des papiers photos, sans sortir trop des sentiers battus, ça sort super bien. Bon. Ça sort Ouais, super c'est bien. pas mal finalement, ça veut dire qu'on se concentre sur le choix du papier en tant que tel, quoi. On le respire, on le touche. J'ai dit tout à l'heure en guise de préambule qu'il y a pour moi un vrai contact charnel avec le papier, il y a un vrai contact physique qui fait appel à tous les sens. Le papier, c'est la vue, c'est le toucher. Il y a vraiment une odeur du papier. Vous verrez qu'un papier baryté a vraiment une odeur. Alors je dis pas que ça embaume la pièce de barium, c'est faux, mais quand on approche la feuille près de son nez, ne serait-ce que pour la voir un peu plus près, regarder un petit peu l'état de surface par rapport à l'angle qu'on va mettre avec une feuille, on sent les odeurs du papier, on sent les odeurs des composants, etc., etc. Il y a un vrai contact physique. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Patrick, pour toutes tes explications. Et on passe à la suite avec le débrief.